Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a déjà commencé la séance précédente, à savoir la section 3, adaptation des ressources aux besoins financiers du chapitre 6, la gestion financière. Alors, tout d'abord, on va commencer par un petit rappel sur ce qu'on a vu la séance précédente. Donc, la dernière fois, on a commencé par l'analyse fonctionnelle du bilan. Donc, en première partie, on a vu les règles de l'équilibre financier. Avant de voir les règles de l'équilibre financier, on a établi le bilan fonctionnel. Donc, on a fait un passage du bilan comptable au bilan fonctionnel. Ensuite, on a essayé, à partir du bilan fonctionnel, d'analyser l'équilibre financier. On a analysé cet équilibre financier à partir de 3 indicateurs. Alors, le premier indicateur est le fonds de roulement. Le deuxième indicateur est le besoin en fonds de roulement. Et enfin, on a vu le troisième indicateur, la trésorerie nette. Alors, parfois, l'analyse de l'équilibre financier ne permet pas de détecter les problèmes de la situation financière de l'entreprise, surtout lorsqu'on a une trésorerie nette déficitaire. Donc, pour mieux analyser cette situation financière et pour mieux voir où est le problème de l'entreprise, donc il vaut mieux passer à l'analyse par les ratios. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au cours de cette séance. Donc, en deuxième partie de cette section, on va voir l'analyse du bilan fonctionnel par les ratios. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un ratio? Donc, un ratio, c'est un rapport entre deux valeurs significatives. C'est-à-dire, à partir du bilan fonctionnel, on va prendre des valeurs significatives et on va essayer de faire un rapport. Attention, ce n'est pas toutes les valeurs qu'on peut bien sûr utiliser pour avoir un ratio qu'on peut par la suite analyser. Donc, il convient de ne rapprocher que des postes significatifs entre eux. Donc, une remarque, bien sûr, l'analyse par les ratios ne devient intéressante et ne devient significative que si on compare ce ratio plutôt par rapport aux autres entreprises, c'est-à-dire dans l'espace, et bien sûr dans le temps, c'est-à-dire par rapport à l'année précédente. Donc, si on fait une comparaison dans le temps, donc on va parler d'une augmentation ou d'une diminution ou d'une stagnation. Donc, par la suite, on va dire que ce ratio a augmenté, a diminué ou est resté stable par rapport à l'année précédente. Bien sûr, lorsqu'on va comparer dans l'espace, c'est-à-dire par rapport aux autres entreprises, c'est-à-dire par rapport à la valeur moyenne du secteur, on ne va pas dire il a augmenté ou il a diminué, mais plutôt c'est inférieur, c'est supérieur ou c'est satisfaisant par rapport au secteur. Donc, à quoi sert cette analyse par les ratios? Donc, on va essayer de répondre à des questions. Par exemple, pourquoi notre entreprise est plus rentable ou moins rentable qu'une autre? En plus, on peut voir si notre entreprise est solvable, si elle va obtenir un nouvel emprunt, oui ou non. Et bien sûr, comment on va gérer nos ressources, comment on va les employer, bien sûr, pour financer nos besoins, tels que les stocks, les créances, etc. Donc, mais bien sûr, cette analyse ne va pas automatiquement donner des solutions miracles. Donc, on va essayer d'analyser, proposer des solutions et par la suite, bien sûr, trouver les réponses à plusieurs questions. Alors, bien sûr, puisqu'on a vu dans la séance précédente comment établir le bilan fonctionnel, c'est à partir de ce bilan fonctionnel qu'on va essayer de faire l'analyse financière. Alors, le bilan fonctionnel est composé par deux parties, le haut et le bas. Donc, on va essayer d'analyser, si vous voulez, la situation financière à partir du haut du bilan et aussi à partir du bas du bilan. Donc, pour analyser la situation financière par le haut du bilan, on va calculer les ratios de structure. Par la suite, on va analyser la situation par le bas du bilan. C'est pour cela qu'on va essayer de calculer les ratios de liquidité et les ratios de rotation des actifs courants. Donc, tout d'abord, on va commencer par les ratios de structure. Je rappelle que lorsqu'on parle de structure, bien sûr, on va parler des ressources stables et des emplois
stables. Concernant les ressources stables, un petit rappel. Donc, vous avez dans les ressources stables les ressources propres, composées essentiellement des capitaux propres et des dettes financières. Et on a les emplois stables, composés essentiellement des actifs immobilisés et des autres actifs non courants, c'est-à-dire des investissements. Donc, on va essayer d'utiliser ces valeurs qui existent dans le haut du bilan afin, bien sûr, d'établir des rapports, c'est-à-dire des ratios. Donc, le premier ratio à voir, donc de structure, c'est le ratio de financement des emplois stables. Donc, le ratio de financement des emplois stables, comme son nom l'indique, on va chercher par quoi on finance les emplois stables. Bien sûr, comme on a vu dans le fonds de roulement, donc on finance les emplois stables par les ressources stables. Donc, lorsqu'on a calculé le fonds de roulement, on a fait la différence entre les ressources stables et les emplois stables. Là, puisqu'on parle de ratio, on va faire le rapport entre les ressources stables et les emplois stables, c'est-à-dire on aura ressources stables sur emplois stables. Donc, d'après vous, puisque les ressources stables sont supérieures aux emplois stables, ce ratio, bien sûr, il doit être supérieur à 1. Et on a dit la dernière fois que le fonds de roulement doit obligatoirement être positif pour avoir l'équilibre financier minimum. Donc, ce rapport, on va parler, bien sûr, on va comparer par rapport à 1 et non pas par rapport à 0. Donc, ce ratio, il va montrer la formation du fonds de roulement. Il est utilisé pour évaluer l'importance et l'évolution du fonds de roulement dans le temps. Il permet d'apprécier l'équilibre général et la solvabilité globale de l'entreprise. Donc, ce ratio doit être automatiquement supérieur à 1. Alors, le deuxième ratio de structure qu'on va voir, c'est le ratio d'autonomie financière. Bien sûr, lorsqu'on va parler d'autonomie financière, automatiquement, on va parler d'indépendance financière. Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise autonome, une entreprise indépendante financièrement, c'est-à-dire qu'elle compte sur ses propres ressources et non pas sur les dettes qu'elle va obtenir ou bien qu'elle a déjà, bien sûr, obtenues auprès des banques. Donc, je rappelle que les ressources stables sont composées essentiellement des ressources propres et des dettes financières. Bien sûr, on voit bien que les ressources propres doivent être supérieures aux dettes financières, c'est-à-dire que la proportion des ressources propres doit être plus importante que les dettes financières. Donc, les ressources propres doivent être au moins égales à la moitié des ressources stables. Donc, pour calculer ce ratio, on va diviser les ressources propres par rapport aux ressources stables. Et bien sûr, ce ratio doit être supérieur à 50% ou au moins égal à 50%. Donc, à quoi sert ce ratio? Donc, il doit être déjà supérieur à 50%. Il mesure le degré d'indépendance, d'autonomie de l'entreprise. Lorsque ce ratio est inférieur à 50%, on considère que la capacité d'emprunt de l'entreprise est saturée. Elle doit s'engager à augmenter ses capitaux propres. C'est-à-dire, si ce ratio est inférieur à 50%, ça veut dire que l'entreprise est endettée. Donc, pour faire cet équilibre, elle doit augmenter ses ressources propres. En général, on augmente nos ressources propres par une augmentation du capital. Alors, on va passer à un autre ratio, qui est le ratio d'endettement. Alors, ce ratio, on peut le calculer de deux manières. Donc, on a les dettes financières et les ressources propres qui, ensemble, constituent les ressources stables. Donc, je rappelle qu'un ratio, c'est un rapport entre deux valeurs significatives. Donc, soit je peux diviser les dettes financières sur les ressources propres, ou bien voir quelle est la proportion des dettes financières par rapport aux ressources stables. Dans ce cas-là, je vais diviser les dettes financières par rapport aux ressources stables. Alors, je commence par le premier ratio. Donc, dette financière sur ressources propres. Donc, vous voyez là que les dettes financières sont inférieures aux ressources propres. Ça, c'est la meilleure chose pour l'entreprise. Donc, lorsque je vais diviser cette valeur sur cette valeur, donc automatiquement, ça doit être inférieur à 1. Donc, dans ce cas-là,
Donc l'entreprise doit respecter la règle de l'endettement limite qui préconise que l'endettement à long et à moyen terme ne doit pas dépasser le montant des ressources propres. Donc ce ratio doit être inférieur à 1. Par contre, si on veut calculer ce ratio en divisant les dettes financières par rapport aux ressources stables, donc dans ce cas-là, les dettes financières doivent avoir une proportion inférieure à la moitié des ressources stables. Dans ce cas-là, on va comparer ce ratio par rapport à la moitié, c'est-à-dire 50%. Donc, l'entreprise doit respecter aussi la règle de l'endettement. Cette règle, dans ce cas-là, va devenir par rapport à 50%. Donc, si l'entreprise utilise ce ratio pour analyser le ratio d'endettement, donc ce ratio doit être automatiquement inférieur à 50%, c'est-à-dire 0,5. Donc, le dernier ratio, c'est le ratio d'investissement. Et bien sûr, lorsqu'on parle d'investissement, automatiquement, on va parler des emplois stables. Donc, on sait très bien que les emplois stables sont composés essentiellement des actifs immobilisés. Et lorsqu'on parle d'actifs immobilisés, on parle d'investissement. Donc, ce ratio d'investissement, c'est la valeur. On veut chercher la proportion des immobilisations ou, si vous voulez, des emplois stables dans le total des emplois. Donc, on va diviser emplois stables par le total des emplois. Bien sûr, tout dépendra de la nature d'activité de l'entreprise. En général, lorsqu'il s'agit d'une entreprise industrielle, elle a des ateliers, elle a des machines, elle a du matériel industriel. Dans ce cas-là, la proportion des emplois stables sera importante par rapport au total des emplois. Par contre, s'il s'agit d'une entreprise commerciale, en général, les emplois stables auront une valeur plus faible. Mais ce n'est pas une règle générale. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de mesurer le degré d'immobilisation des capitaux, c'est-à-dire les ressources stables que j'ai utilisées, comment je les ai affectées en immobilisation. Et il est significatif, donc je ne peux dire que si ce ratio est bon ou pas qu'en le comparant par rapport aux autres entreprises, c'est-à-dire par rapport au secteur. Donc, on a fini avec les ratios de structure. On va passer aux ratios qui seront calculés à partir du bas du bilan. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser les actifs courants et les passifs courants. Les actifs courants sont composés essentiellement des stocks, des créances courantes, de la trésorerie active, et les passifs courants essentiellement des dettes à court terme, de la trésorerie passive, des dettes fournisseurs, des autres dettes à court terme. Donc, on va parler des dettes à court terme en général. Donc, les ratios de liquidité mesurent la capacité de l'entreprise à faire face à ces dettes à court terme, c'est-à-dire comment je pourrais rembourser mes dettes à court terme en utilisant bien sûr mes actifs, mes stocks, mes créances, ma trésorerie. C'est-à-dire, en d'autres termes, si je liquide tous mes stocks, si j'encaisse toutes mes créances et bien sûr, si je prends tout l'argent que j'ai en disponibilité, est-ce que j'arriverai à financer ou plutôt à rembourser mes dettes courantes, oui ou non? Donc, une entreprise rentable peut être mise en faillite si le niveau de sa trésorerie ne lui permet pas de régler ses paiements qui arrivent à échéance. Donc, on va commencer par le premier ratio qui s'appelle le ratio de liquidité générale. Donc, dans ce cas, lorsqu'on parle de liquidité générale, donc on va parler des actifs courants par rapport aux passifs courants. Donc, si je liquide mes stocks, mes créances et j'ai mes disponibilités, est-ce que je pourrais rembourser toutes mes dettes courantes, oui ou non? Normalement, ça devrait être oui. Donc, en divisant les actifs courants par rapport aux passifs courants, donc le ratio doit être automatiquement supérieur à 1, puisque les actifs courants doivent être automatiquement supérieurs aux passifs courants. Donc, ce ratio mesure la capacité de l'entreprise à régler ses dettes à moins d'1 an par les liquidités générées par ses actifs courants. Donc, ce ratio doit être automatiquement supérieur à 1.
Alors, on passe par la suite au deuxième ratio de liquidité qui s'appelle le ratio de liquidité réduite. Donc, lorsqu'on parle de liquidité réduite, donc on va réduire, si vous voulez, un élément de notre actif. Donc, je rappelle que l'actif est composé des stocks, des créances et de la trésorerie, les disponibilités. Donc, puisque les stocks ne sont pas facilement vendables, c'est-à-dire que je ne peux pas les liquider à tout moment, donc on va essayer de réduire la valeur des stocks. Et après, on va faire le rapport entre actifs courants moins les stocks par rapport aux passifs courants. Donc, on aura dans la formule actifs courants moins stocks divisé par les passifs courants. Dans ce cas-là, donc ce ratio, il va mesurer la capacité de l'entreprise à régler ses dettes à moins d'un an en faisant appel uniquement à ses créances et à ses liquidités, c'est-à-dire sans faire appel au stock. Donc, le dernier ratio de liquidité, c'est le ratio de liquidité immédiate. Et là, on parle d'immédiate, donc de ce qu'on a réellement disponible dans l'entreprise. Dans ce cas-là, donc, on va réduire encore les créances. Donc, on va utiliser nos disponibilités, c'est-à-dire notre trésorerie active, pour voir combien, si vous voulez, en pourcentage, on pourrait rembourser nos dettes immédiatement. Donc, on va faire trésorerie active sur passif courant. Donc, dans ce cas-là, ce ratio mesure la capacité de l'entreprise à régler ses dettes à court terme en faisant appel uniquement à sa trésorerie, c'est-à-dire immédiatement. On va passer maintenant au ratio de rotation des actifs. Donc, on commence par les ratios de rotation des stocks. Vous avez déjà étudié la rotation au cours du deuxième chapitre, la gestion de l'approvisionnement. Donc, vous avez vu la rotation des stocks de matières premières et des marchandises. Donc, tout d'abord, on va commencer par calculer aussi la part des stocks dans les actifs. Donc, comme son nom l'indique, on va essayer de voir quelle est la proportion des stocks dans le total des emplois. Donc, pour voir quel sera, bien sûr, le pourcentage ou la valeur du stock dans les emplois. Une valeur ou plutôt un pourcentage important, ça veut dire que notre stock n'est pas, bien sûr, en mouvement, donc ça va générer des coûts de stockage importants. Par la suite, on va voir la rotation des stocks en général et on va voir par la suite par détail, bien sûr, pour les matières premières, pour les marchandises, etc. Donc, je rappelle donc, que la rotation est obtenue en divisant les sorties en valeur par rapport au stock moyen en valeur. Attention, tous les éléments sont calculés en valeur, c'est-à-dire en dinars. On n'utilise pas la quantité. Donc, pour obtenir les sorties en valeur, on va utiliser cette formule. Donc, stock initial plus entrée en valeur moins stock final en valeur. Ensuite, pour calculer notre stock moyen, alors on fait stock initial en valeur plus stock final en valeur sur 2. Pour obtenir, bien sûr, notre rotation, par la suite, on va diviser les sorties en valeur par rapport au stock moyen en valeur. Donc, je rappelle, là, on a besoin de calculer les sorties en valeur, on a besoin des entrées en valeur, on a besoin du stock initial et du stock final. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'on vous donne le stock final de l'année précédente, ça devient le stock initial de l'année en cours. Donc là, si je veux parler des entrées en valeur, quand il s'agit d'un stock de marchandises, on va parler du coût d'achat des marchandises. Par contre, lorsqu'on parle de sortie en valeur, dans ce cas-là, on va dire coût d'achat des marchandises vendues. Donc là, si vous avez le mot vendu, on parle de sortie. Pour les matières premières, donc pour les entrées, on parle de coût d'achat. Et pour les sorties, on va parler de coût d'achat des matières premières, bien sûr, consommées, qu'on va utiliser par la suite dans la production. Pour les produits finis, lorsqu'on parle d'entrée, on va parler du coût de production des produits finis, les produits que j'ai fabriqués, que je vais stocker par la suite dans le magasin de stockage. Et bien sûr, la sortie des produits finis, ça va vers où? Bien sûr, on va les vendre. Donc, dans ce cas-là, on va parler de coût de production des produits finis vendus. Donc, ce ratio pour les marchandises, ça va devenir coût d'achat des matières premières, plutôt des marchandises vendues divisé par le stock moyen. Pour les matières premières, ça va être
coût d'achat des matières premières consommées, ou plutôt achat consommé, on peut aussi dire, par rapport au stock moyen. Et si on va parler de produits finis, ça va devenir coût de production des produits finis vendus divisé par le stock moyen en valeur. Donc, ce ratio, bien sûr, va nous permettre de quoi? De déterminer le nombre de fois en moyenne de renouvellement du stock pendant une période déterminée. Donc, combien de fois le stock se renouvelle, tourne au cours d'une période ou au cours d'une année. Tout dépend de la période, bien sûr, qu'on vous donne à calculer. Donc, ce ratio, ou plutôt cette rotation, peut nous permettre de calculer un délai moyen de stockage. Donc, en divisant la période par la rotation. Donc, la période peut être un trimestre, un semestre, une année et même, pourquoi pas, un mois. Donc, le délai de stockage, il mesure la durée moyenne de renouvellement du stock. Donc, combien, si vous voulez, de fois le stock reste stable ou, si vous voulez, dans l'entreprise. Donc, on passe maintenant au ratio de rotation des créances et des dettes. Donc, je vends à crédit, j'achète à crédit. Donc, on va essayer de chercher quelle est la durée moyenne, bien sûr, pour encaisser mes créances et quelle est la durée moyenne pour payer mes dettes. Donc, on commence par la durée moyenne des crédits clients. Pour cela, j'ai besoin des créances clients que j'ai déjà calculées dans mon bilan fonctionnel, que je divise par les ventes nettes TTC, bien sûr, puisqu'on cherche une durée, on va multiplier par 360 jours, donc pour, bien sûr, voir combien il me plutôt le délai pour que je paye ou je règle, mais plutôt que j'encaisse mes créances. Donc, il mesure la durée moyenne de recouvrement des créances. Pour la durée moyenne des crédits fournisseurs, dans ce cas-là, on va diviser le montant des dettes fournisseurs que j'ai retrouvé dans mon bilan fonctionnel par rapport aux achats nets TTC, achats de matières premières, achats de fournitures, les services, si vous voulez, que j'ai payés à crédit, bien sûr, fois 360 pour chercher une durée moyenne. Donc là, je vais essayer de voir quelle sera la durée moyenne de règlement de mes dettes fournisseurs. Ça reste toujours une moyenne. Donc, pour essayer de mieux comprendre, ou plutôt de calculer ces ratios, on va passer à une activité. Donc, la société STP est une salle spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des divers produits en plastique. Pour analyser la situation financière de l'entreprise, le responsable financier vous fournit en annexe les bilans fonctionnels comparés au 31/12/2019. Donc, on va partir d'un bilan fonctionnel puisqu'on a déjà vu dans la première partie, dans la séance précédente, comment établir un bilan fonctionnel. Donc, vous avez un bilan fonctionnel pour 2019-2018, les emplois stables, les actifs courants, les ressources stables et les passifs courants. Et on va essayer de partir de ce bilan fonctionnel détaillé et, bien sûr, d'analyser la situation financière de l'entreprise. Donc, tout d'abord, on va essayer d'analyser l'équilibre financier. Ça, on l'a déjà vu au cours de la séance précédente. Avant ça, on va essayer d'établir notre bilan fonctionnel en grande masse, c'est-à-dire condensé. Donc, on part du bilan fonctionnel détaillé. Bien sûr, là, on a le total des emplois stables qu'on va recopier pour 2019 et 2018, donc 508 489 500. Alors, pour l'actif courant hors trésorerie, là, vous remarquez qu'on n'a pas distingué l'actif courant hors trésorerie et la trésorerie de l'actif, donc plutôt du total des actifs. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je pars du total des actifs courants, duquel je retranche la trésorerie de l'actif pour retrouver mon actif courant hors trésorerie, ou bien je peux faire la somme des stocks, créances, autres actifs et placements et autres actifs financiers, comme vous voulez. Donc, on va obtenir 167 325. De la même manière, on va calculer l'actif courant
de l'année 2018, donc en retranchant de 149 500 la somme de la trésorerie active, soit 8 200, ce qui va donner 141 300. Donc pour la trésorerie de l'actif, donc il suffit de recopier le montant de la trésorerie de l'actif de la même manière pour la trésorerie de l'année 2018. Après, pour le total, soit vous refaites le total, soit vous recopiez le total des emplois que vous avez dans le bilan fonctionnel détaillé. On passe à la partie ressources. Donc, on part de la même manière du bilan fonctionnel détaillé. Donc, on recopie le total des ressources stables de l'année 2019 et 2018. De la même manière, ici, on a le total des passifs courants et on n'a pas le total du passif courant hors trésorerie. Donc, on va partir du passif courant. On retranche la trésorerie du passif. Donc, on va faire 95 720 moins 14 625, ce qui va donner 81 455. Donc, après, on a 122 500 moins 14 260, ce qui va donner 108 240. Après, on recopie la trésorerie du passif de l'année 2019, la trésorerie passive de l'année 2018 et bien sûr, on recopie le total ou on fait notre total tout seul. Donc voilà, on a obtenu notre bilan fonctionnel en grande masse. On va partir de ce bilan afin d'analyser l'équilibre financier de l'entreprise, ce qui va faire l'objet de notre deuxième question. Donc on va calculer, interpréter les indicateurs de l'équilibre financier donnés en annexe 2 et on va essayer d'analyser l'équilibre financier de la société STP ainsi que sa variation. Donc l'annexe 2, donc vous avez les trois indicateurs, les 2 années, on va calculer la variation. Donc, je rappelle que le fonds de roulement, c'est ressources stables moins emplois stables. Donc, on a le total des ressources stables, le total des emplois stables. Donc, on va faire la différence, 586 905 moins 508 000, ce qui va donner un fonds de roulement de 78 905 en 2018. Donc, de la même manière, on va calculer le fonds de roulement de l'année 2018. Donc, ça sera 516 500 moins 489 500, ce qui va donner un fonds de roulement de 27 000 dinars. Après, pour calculer la variation, donc on va faire fonds de roulement de l'année 2019 moins celui de l'année 2018, ce qui va donner une variation de 51 905. Donc, notre fonds de roulement a augmenté de 51 905 par rapport à l'année 2018. Ensuite, on va essayer de calculer notre besoin en fonds de roulement. Donc, on va faire actif courant hors trésorerie moins le passif courant hors trésorerie, c'est-à-dire 167 325 moins 81 455, ce qui va donner un besoin en fonds de roulement de 87 870. De la même manière, pour l'année 2018, donc on va faire 141 300 moins 108 240. Donc, on aura un besoin en fonds de roulement de 33 060 dinars. Donc, après, on va faire la variation. Donc, on va faire besoin en fonds de roulement de 2019 moins besoin en fonds de roulement de 2018. Donc, ce qui va donner un besoin en fonds de roulement, plutôt une variation, une augmentation du besoin en fonds de roulement de 52 810 dinars. Pour la trésorerie nette, donc on va faire trésorerie de l'actif moins trésorerie du passif. Donc on aura 7 300 moins 14 265, donc ce qui va donner une trésorerie nette négative de 6 965 dinars. Donc il y a un déficit de trésorerie. On peut aussi faire fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Et là, vous remarquez que le fonds de roulement est inférieur au besoin en fonds de roulement, ce qui donne, bien sûr, une trésorerie nette négative. De la même manière, pour 2018, donc 8 200 moins 14 260, ce qui va donner un déficit de trésorerie de 6 060. Là, on va faire la différence entre l'année 2019 et l'année 2018. Donc, on aura moins 6 965 moins, et mathématiquement, bien sûr, moins, ça va devenir un plus. Donc, la différence sera de moins 905. Et là, vous faites attention,
c'est vrai que la variation est là, elle est négative, ça ne veut pas dire qu'il y a une diminution. Là, vous remarquez qu'on avait une trésorerie nette négative de moins 6 060. Là, vous aurez une trésorerie nette de moins 6 965. Donc, il y a une dégradation, une aggravation du déficit de 905 dinars. Donc, vous faites attention au signe moins. Alors, donc finalement, on va essayer d'analyser l'équilibre financier. Donc, on a les différents éléments qu'on a trouvés dans la présentation précédente. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on remarque que le fonds de roulement est positif pendant les 2 années. Donc, l'entreprise, elle a une marge de sécurité. Donc, son équilibre financier minimum est préservé. De la même manière, on a un besoin en fonds de roulement pendant les 2 années et on remarque bien sûr que le besoin en fonds de roulement a augmenté d'une façon importante. Donc, le besoin en fonds de roulement est positif pour les 2 années. Il a augmenté par rapport à 2018. Cette augmentation n'a pas été couverte par une augmentation du FDR. Donc, on remarque que le fonds de roulement a augmenté de 51 000 alors que le besoin en fonds de roulement a augmenté de 52 810. Donc, l'augmentation du fonds de roulement n'a pas suffi pour financer l'augmentation du besoin en fonds de roulement, d'où bien sûr on a une détérioration de la trésorerie négative. Donc la trésorerie nette est négative pour les 2 années, donc elle est négative. Il y a eu une dégradation du déficit de la trésorerie par rapport à l'année 2018. Cette dégradation n'a pas été couverte par l'augmentation du fonds de roulement qui est moins importante que l'augmentation du besoin en fonds de roulement. Enfin, le fonds de roulement a enregistré une augmentation de 51 905, moins élevée que celle du besoin en fonds de roulement, 52 810, ce qui explique l'aggravation du déficit de trésorerie. Bien sûr, puisqu'on a une trésorerie nette négative, on doit chercher quels seront les moyens pour financer cette trésorerie nette négative. Donc là, vous voyez, on a essayé d'analyser l'équilibre financier, mais réellement, on ne sait pas quelle est la cause de cette aggravation de la situation, quelle est la cause de l'augmentation de mon besoin en fonds de roulement et bien sûr, comment je dois gérer cette situation. C'est pour cette raison qu'on doit essayer d'approfondir encore plus l'analyse financière et c'est pour cette raison qu'on fait recours aux ratios. Donc, pour approfondir l'analyse financière de la société STP et afin de mieux comprendre l'origine de la trésorerie négative, on vous demande de mener une analyse financière par les ratios. On vous fournit, entre autres, bien sûr, les informations suivantes pour l'année 2019. Donc, vous avez les achats de matières premières hors taxes, le chiffre d'affaires net, toutes taxes comprises, les autres achats de biens et services en toutes taxes comprises et le coût de production des produits finis vendus, soit 316 600. Et bien sûr, on vous donne une note pour détailler le montant du stock. Donc, on a dans notre stock les stocks de matières premières et le stock de produits finis puisqu'il s'agit d'une entreprise industrielle. On commence par les ratios de structure. Le premier ratio à calculer, c'est le ratio de financement ou de couverture des emplois stables. Donc, je rappelle la formule, c'est total des ressources stables par rapport au total des emplois stables. Donc, je rappelle les données. Donc là, vous avez les ressources stables, c'est 586 905 qu'on va diviser par les emplois stables, c'est-à-dire 508 000 dinars, ce qui va donner une valeur de 1,155. Donc, cette valeur, elle est supérieure à l'année précédente, mais elle est inférieure au secteur. Et on va voir par la suite le commentaire de ces différents ratios. Donc, concernant le ratio d'investissement, donc je rappelle que c'est le total des emplois stables par rapport au total des emplois. Donc, on va faire 508 000 divisé par le total des emplois stables, donc 682 625. Donc, on aura 0,74 4, si vous voulez, on peut multiplier par 100 et avoir un pourcentage, ça va être 74,4%. Alors, on va passer au ratio d'endettement. On va essayer de le calculer de 2 manières. Donc, on va utiliser les données, bien sûr, qu'on a déjà
dans les annexes au début de l'exercice. Donc, vous avez les ressources propres, 462 905, les dettes financières, 124 000 dinars, et vous avez le total des ressources stables, c'est la somme des deux, ce qui donne 586 905. Donc, on va commencer par la première formule, c'est-à-dire on va diviser le total des dettes financières par rapport au total des ressources stables. Donc, dans ce cas-là, on va faire 124 000 divisé par rapport au total des ressources stables. Donc, dans ce cas-là, on va comparer ce ratio par rapport à 50%, puisqu'on cherche la proportion des dettes financières dans le total des ressources stables. Donc, on va essayer de faire ce calcul. Donc, on va obtenir 21,13%. Donc, c'est inférieur à 50%. On va voir par la suite les commentaires. Et si on le calcule par rapport aux ressources propres, dans ce cas-là, on va diviser le montant des dettes financières, 124 000, par rapport au montant des ressources stables, 462 905. Dans ce cas-là, on va comparer par rapport à 1. Donc, il faut que la proportion des dettes financières soit inférieure à celle des ressources stables. C'est pour ça qu'on compare par rapport à 1. Donc, dans ce cas-là, on va obtenir, bien sûr, 26,79%. Enfin, on va calculer le ratio d'autonomie financière. Donc, on va diviser le total des ressources propres par rapport au total des ressources stables. Donc, on va faire 462 905 par rapport à 586 905. On va avoir 78,87%. Et bien sûr, je rappelle que ce ratio, on le compare par rapport à 50% et on remarque qu'il est supérieur à 50%. Donc là, on va dire que l'entreprise est autonome ou indépendante financièrement. Je passe au ratio de liquidité. Donc, on va calculer les trois ratios, liquidité générale, liquidité réduite et liquidité immédiate. Donc, pour pouvoir calculer ces ratios, on a besoin du bas du bilan, donc des actifs courants et des passifs courants. Donc, je commence par le ratio de liquidité générale, c'est-à-dire je vais diviser le total des actifs courants par rapport au total des passifs courants. Donc, on aura 174 625 divisé par 95 720, ce qui va donner une valeur de 1,82. Donc, pour le ratio de liquidité réduite, du total des actifs courants, on va diminuer le montant des stocks. Donc, on va faire 174 625 moins 66 000, toujours divisé par le total des passifs courants, ce qui va donner 1,13. Alors, pour le ratio de liquidité immédiate, j'ai besoin de la trésorerie de l'actif et du total du passif courant. Donc, je vais diviser la trésorerie de l'actif par rapport au total des passifs courants. Donc, on aura 7 300 divisé toujours par 95 720. Donc, ce qui va donner 0,076. Si je veux changer en pourcentage, donc je multiplie par 100. Je recule la virgule de 2 chiffres, donc ça sera 7,6%. Alors, on va essayer maintenant d'analyser le besoin en fonds de roulement à partir, bien sûr, de la rotation des actifs courants. Donc, dans ce cas-là, on va calculer tout d'abord la part des stocks. Donc là, j'ai besoin de la valeur du stock et de la valeur du total des emplois. Donc, on va faire stock sur total des emplois, donc 66 000 sur 682 625. Donc, on aura une part de 9,67%. Pour la rotation des stocks de matières premières, donc je rappelle que les matières premières et fournitures liées dans la note donnée au début de l'exercice, en 2019, elle est de 16 000. Donc, le bilan, il est établi au 31-12. Donc, quand je dis stock dans le bilan au 31-12-2019, je parle du stock final. Donc, si je parle pour la valeur du stock au 31-12-2018,
je vais parler du stock final de 2018, ce qui va devenir par la suite le stock initial de l'année suivante, c'est-à-dire de l'année 2019. Et en plus, on a besoin des achats de matières premières. Et lorsque je parle d'achat de matières premières, je parle des entrées en valeur. Alors, je rappelle la formule, c'est les achats consommés ou sortis en valeur divisés par le stock moyen. Donc, je dois tout d'abord calculer mes sorties en valeur, c'est-à-dire mes achats consommés, calculer mon stock moyen pour pouvoir faire la division par la suite. Donc, je rappelle que la formule des achats consommés ou des sorties en valeur, c'est le stock initial, celui-là, donc c'est le final de l'année 2018, plus les achats, c'est-à-dire les entrées, moins le stock final, c'est celui de l'année 2019. Donc, on aura 10 800 plus les achats, bien sûr, hors taxe, j'insiste, donc 166 000 moins la valeur du stock final, c'est-à-dire 16 000. Donc, on aura une sortie en valeur de 160 800. Par la suite, on va calculer le stock moyen en valeur. Donc, on aura stock initial plus stock final sur 2. Donc, 10 800 plus 16 000 sur 2, ce qui va donner 13 400. Une fois que j'ai calculé mes sorties en valeur, mon stock moyen, il suffit de faire le rapport entre les deux. Donc, on va faire 160 800 divisé par 13 400. Donc, on aura 12 fois. C'est-à-dire que notre stock se renouvelle 12 fois. Bien sûr, là, on travaille en année puisqu'on parle d'année en année, donc pendant toute l'année. On va déduire par la suite la durée moyenne de stockage. Donc, puisque là, on parle d'année, donc on va utiliser la durée de l'année, c'est-à-dire 360 jours, qu'on va diviser par la rotation ou le coefficient de rotation, R. Donc, on va faire 360 sur 12, la rotation, on va obtenir 30 jours. Donc, dans ce cas-là, on va dire que le stock se renouvelle tous les 30 jours, c'est-à-dire que le stock reste dans l'entreprise pendant 3 jours pour se renouveler, 30 jours pour se renouveler de nouveau et ainsi de suite. Donc, je passe maintenant au ratio de rotation des stocks de produits finis. Donc, de la même manière, j'ai besoin des sorties en valeur des produits finis, du stock moyen en valeur du produit fini. Donc, on a les données de la note au début de l'exercice. Donc, on a le stock de produits finis au 31/12/2019, donc ça représente le stock final. Le stock de produits finis au 31/12/2018, ce qui représente le stock initial de l'année 2019. Et bien sûr, j'ai besoin du coût de production des produits finis. Et là, je parle d'entrée en valeur. Comme d'habitude, on va essayer d'abord de calculer le coût de production des produits finis vendus, c'est-à-dire les sorties en valeur. Donc, on va faire stock initial plus les entrées moins le stock final, donc 22 200 plus 316 600 moins 50 000, ce qui va donner une sortie en valeur de 288 800. Ensuite, on calcule le stock moyen en valeur. On va faire initial plus final sur 2, donc 22 200 plus 50 000 sur 2, ce qui va donner une valeur de 36 100. Par la suite, on va diviser les sorties en valeur sur, bien sûr, le stock moyen pour obtenir notre rotation de stock de produits finis, qui sera de 8 fois. Ensuite, bien sûr, là, vous remarquez qu'on ne vous donne pas la rotation de l'année 2018. Par contre, on vous donne la durée de stockage de l'année 2018. Donc, on va revenir, bien sûr, à partir de la durée de stockage pour essayer de déterminer la rotation. Donc, je rappelle que la formule de la durée de stockage est de 360 sur R. Donc, je vais inverser la formule. Donc, R sera 360 sur D. Donc, on aura 360 sur 36 000 pour obtenir la rotation qui est de 10 fois en 2018. Par la suite, on va calculer la durée de stockage, donc 360 sur R pour l'année 2018. Donc, on fera 360 sur 8, ce qui va donner, bien sûr, 45 jours. Donc, maintenant, on va passer
à la rotation des créances et des dettes. On commence par la durée moyenne des créances clients ou des crédits clients. Donc, pour cela, on a besoin des créances clients de notre bilan fonctionnel, du chiffre d'affaires TTC et bien sûr, pour les autres données, on va les utiliser pour la durée moyenne des crédits fournisseurs. Donc, on rappelle la formule, c'est créances clients divisé par le chiffre d'affaires net TTC fois 360. Donc, pour l'année 2019, c'est 78 700 divisé par 708 000 qui représente la valeur du chiffre d'affaires en toutes taxes comprises, multiplié par 360, ce qui va donner une moyenne de 40 jours. Donc, l'entreprise va encaisser en moyenne ses créances tous les 40 jours. Pour la durée moyenne des crédits fournisseurs, on va utiliser la formule, bien sûr. Donc, la formule que vous avez là, dette fournisseur divisée par les achats net TTC multiplié par 360. Donc, les dettes fournisseurs, c'est 70 000, bien sûr, on l'a ici. Par contre, pour les achats net TTC, il faut faire la somme des achats de matières premières plus les autres achats en toutes taxes comprises réalisés au cours de l'exercice. Donc, d'abord, il faut rendre les achats de matières premières en toutes taxes comprises. Donc, on va multiplier par 1,19 plus 71 400 qui représente les autres achats pour obtenir le total des achats net TTC, soit 268 940. Après, il suffit de diviser 70 000, qui est la dette fournisseur, par le total des achats net TTC et multiplier par 360 pour obtenir une durée moyenne de 94 jours. C'est-à-dire qu'on doit régler nos fournisseurs tous les 94 jours. Bien sûr, c'est une moyenne. Voilà. On passe maintenant à l'analyse de tous ces ratios qu'on a calculés. Et je rappelle que l'analyse se fait dans le temps et dans l'espace. Donc, on va essayer de comparer chaque ratio dans le temps, c'est-à-dire par rapport à l'année 2018, et dans l'espace, c'est-à-dire par rapport au secteur. Donc, dans ce cas-là, on va partir du ratio de financement des emplois stables. Je rappelle qu'on a trouvé 1,115, qu'en 2018, c'était 1,05 et que pour le secteur, c'est 1,6. Donc, d'abord, on compare dans le temps. Donc, on remarque que ce ratio a augmenté par rapport à 2018. Ensuite, on va comparer dans l'espace, c'est-à-dire on va comparer par rapport au secteur. Donc, dans ce cas-là, on va dire que ce ratio est inférieur à celui du secteur. Donc, pour le commentaire, déjà, notre ratio, il est supérieur à 1. Donc, on a une bonne situation. Si vous voulez, l'équilibre financier minimum est préservé. Donc, ce ratio est supérieur à 1 pour les 2 années. Il a augmenté par rapport à 2018, comme on l'a déjà dit. Et bien sûr, on va pratiquement dire, ou plutôt énoncer, le même commentaire que lorsqu'on a un fonds de roulement positif. Donc, on aura les ressources stables couvrent les emplois stables, l'entreprise respecte a priori l'équilibre financier minimum. Ce ratio est inférieur à celui du secteur, c'est-à-dire malgré son augmentation, il reste inférieur à celui du secteur. Donc, on passe maintenant au ratio d'investissement. Donc, on l'a trouvé, c'est 74,4%. Celui de l'année précédente, c'était de 77,6%. Et celui du secteur, il est de 60%. Donc, elle a moins investi au cours de l'année 2019. Et bien sûr, on remarque qu'elle investit un peu trop par rapport à la moyenne du secteur. Donc, les emplois stables représentent 74,4% du total des emplois. On constate une légère baisse de ce ratio par rapport à l'année 2018, mais il reste supérieur à celui du secteur. On passe au ratio d'endettement. Pour le premier ratio qu'on a calculé en divisant les dettes financières par rapport aux ressources stables, donc on a obtenu 21,13%. Donc, dette financière par rapport aux ressources stables. Dans ce cas-là, on a remarqué que les dettes financières représentent 21,13% du total des ressources stables en 2019. Donc,
on a dit qu'il faut comparer par rapport à 50%, qu'il doit être inférieur à 50%, c'est vérifié. Donc, malgré l'augmentation de son endettement, vous remarquez qu'en 2018, c'était de 7%, et là, ça devient 21,13%, donc il a augmenté, mais bien sûr, l'entreprise n'a pas encore atteint sa capacité maximale d'endettement, c'est-à-dire elle n'a pas dépassé les 50%, qui reste inférieure à celle du secteur, bien sûr. Le ratio, c'est 35%. Donc, si vous voulez, l'entreprise, elle pourra encore s'endetter davantage sans risquer, bien sûr, le surendettement. De la même manière, on a calculé le ratio d'endettement en utilisant la deuxième formule. Donc, vous voyez là, on va comparer par rapport à 1. Donc, ou si vous voulez, par rapport à 100%. Donc, ce ratio, il est inférieur à 1, c'est-à-dire 100%. Donc, les dettes financières sont faibles par rapport aux ressources propres. Ce ratio, il a augmenté toutefois par rapport à 2018, mais il reste inférieur à celui du secteur. Donc, ça revient en même commentaire que celui-là. C'est juste la comparaison par rapport à l'année, bien sûr, plutôt la comparaison par rapport à 1 ou à 50% qui compte. Pour le ratio d'autonomie financière, on a divisé les ressources propres par les ressources stables. On a obtenu 78,87%. Donc, l'autonomie, elle a diminué par rapport à l'année 2018 et elle est supérieure à celle du secteur. Donc, l'entreprise et bien sûr, notre ratio, il est supérieur à 50%. Donc, d'abord, on va dire que les ressources propres représentent 78,87% du total des ressources stables en 2019. Ce ratio a diminué par rapport à 2018. Donc, cependant, ce ratio montre pour les 2 années que l'entreprise est autonome financièrement puisque ça reste toujours supérieur à 50%. On constate que le ratio du secteur est de 65%. Il est inférieur à 78,87. Donc, si vous voulez, l'entreprise peut donc s'endetter davantage puisqu'elle n'a pas encore atteint la moyenne du secteur. Donc, pour les ratios de liquidité, pour le ratio de liquidité générale, donc on va dire le ratio il est supérieur à 1. Donc, l'entreprise pourra rembourser la totalité de ses dettes courantes par ses actifs courants, composés de quoi? Des stocks, des créances et de trésorerie. Et bien sûr, on remarque que ce ratio, il a augmenté par rapport à 2018 et il reste inférieur au secteur. Pour la liquidité réduite, donc, on a trouvé le ratio supérieur à 1, c'est-à-dire même si l'entreprise ne fait pas appel à ses stocks, donc dans ce cas-là, elle pourra rembourser, puisque c'est supérieur à 1, elle va rembourser la totalité de ses dettes courantes par ses actifs courants, moins bien sûr sans les stocks. Alors, on passe au ratio de liquidité immédiate. Donc, lorsqu'on a divisé la trésorerie de l'actif par rapport au passif courant, on a trouvé que c'est 7,6%. Donc, ce ratio, il a augmenté par rapport à 2018, mais il est beaucoup trop faible par rapport au secteur. Donc, l'entreprise pourra rembourser seulement 7,6% de ses dettes courantes immédiatement. Ce ratio a légèrement augmenté par rapport à l'année 2018, mais il reste inférieur à celui du secteur. 7,6% est inférieur, beaucoup plus inférieur par rapport au secteur, c'est-à-dire 20%. Alors, on passe au ratio des rotations des actifs courants. Donc, pour la part des stocks, c'est 9,67% et bien sûr, en 2018, elle a augmenté, cette part des stocks, et elle est importante par rapport au secteur. Donc là, il y a une part importante des stocks dans la société, ce qui va générer des coûts de stockage importants. Donc là, on va dire que les stocks représentent 9,67% du total des emplois. Ce ratio a augmenté par rapport à 2018. Il est supérieur à celui du secteur. On va appuyer, si vous voulez, ces résultats par la rotation qu'on va voir, bien sûr, qui est un peu lente par rapport au secteur. Donc là, vous remarquez que la rotation est à
certes augmenté par rapport à 2018, donc de 11, elle est passée à 12, mais elle reste toujours lente par rapport au secteur. Elle est moins rapide que celle du secteur. Donc, on va dire qu'en 2018, plutôt 2019, les stocks de matières premières se renouvellent en moyenne 12 fois pendant toute l'année, c'est-à-dire tous les 30 jours. Cette rotation a légèrement augmenté par rapport à 2018, mais elle reste lente par rapport au secteur. C'est ce qui va générer, bien sûr, des coûts de stockage importants pour l'entreprise, ce qui va faire augmenter son besoin en fonds de roulement. Là, on commence à comprendre pourquoi notre besoin en fonds de roulement a augmenté par rapport à 2018. Donc, on passe aux commentaires des rotations des stocks de produits finis. Là aussi, on remarque une baisse de la rotation par rapport à 2018. Donc, de 10, elle est passée à 8. Et bien sûr, elle est inférieure au secteur. Là aussi, elle a un problème de stockage. Donc, on va voir par la suite quelles sont les éventualités de ce problème. Donc, en 2019, le stock de produits finis se renouvelle en moyenne 8 fois, c'est-à-dire tous les 45 jours. Cette rotation a diminué par rapport à 2018. Elle est lente par rapport au secteur, donc ce qui va générer des coûts de stockage importants. Enfin, donc on va faire la rotation des créances clients et la rotation des dettes fournisseurs. Donc, pour les clients de l'entreprise, ils règlent en moyenne 40 tous les 40 jours. Et là, l'entreprise, elle a une bonne moyenne par rapport au secteur, donc 40 jours. L'année précédente, c'était 45 jours. Elle a baissé cette durée, bien sûr, pour s'aligner à la moyenne du secteur. Donc, les clients règlent l'entreprise tous les 40 jours. Ce délai a diminué par rapport à 2018 et il est satisfaisant par rapport au secteur. Pour la durée moyenne des crédits clients, on remarque que l'entreprise règle ses fournisseurs tous les 14 jours et que cette durée a augmenté par rapport à l'année 2019, plutôt 2018, mais elle reste toujours inférieure à la moyenne du secteur. Donc maintenant, on va essayer de voir, on va essayer d'expliquer quel est le problème de cette trésorerie négative, donc en se basant sur les données de l'équilibre financier, appuyées par le calcul des ratios qu'on a effectués. Bien sûr, là, vous remarquez que la durée moyenne de stockage de matières premières est plus importante que celle du secteur. Donc, on a une rotation lente, donc ça va générer des coûts de stockage élevés, donc un besoin en fonds de roulement important. Là, on a aussi une durée de stockage plus importante que celle du secteur, donc on a un coût de stockage important, donc automatiquement un besoin en fonds de roulement plus important. Là aussi, on a un délai crédit fournisseur inférieur à celui du secteur, donc les ressources de l'entreprise sont moins importantes que la moyenne du secteur, ce qui ne va pas, bien sûr, améliorer notre besoin en fonds de roulement. Au contraire, donc notre besoin en fonds de roulement va encore augmenter. Et bien sûr, le seul avantage, c'est qu'on a une moyenne des créances clients égale, bien sûr, à celle du secteur. Donc, concernant la politique d'exploitation de l'entreprise, donc on remarque qu'elle a une mauvaise gestion des matières premières. Les achats, soit elle achète en grande quantité, donc elle doit diminuer la quantité achetée pour augmenter sa rotation, soit bien sûr elle ne consomme pas assez, c'est-à-dire qu'elle ne fabrique pas assez, donc il n'y a pas assez de sortie de stock vers les ateliers. Alors, on a aussi une mauvaise gestion des stocks de produits finis, donc on a une rotation lente par rapport au secteur. Soit on a un problème de mévente, donc soit on a un problème au niveau de la production, donc on essaie de mettre des hypothèses. Donc puisque là, on a un problème de mévente, donc on ne fabrique pas assez, donc on ne consomme pas assez, donc tout est lié entre les matières premières et les produits finis. Donc la norme du secteur en termes de délai crédit client est respectée. Pour le délai crédit fournisseur, il est inférieur à celui du secteur.
Donc tout ça va générer bien sûr une augmentation de notre besoin en fonds de roulement. En plus de tout ça, bien sûr, notre fonds de roulement n'est pas assez important pour couvrir notre besoin en fonds de roulement, ce qui a fait bien sûr diminuer, plutôt donner une trésorerie nette négative. Donc, on va essayer de proposer des solutions pour améliorer la situation financière de l'entreprise. Rappelez-vous, quand on a vu la dernière séance, lorsqu'on a une trésorerie nette négative, revenez à la séance et vous allez voir que j'ai émis toutes les hypothèses et toutes les solutions possibles pour améliorer une trésorerie nette négative. Donc, là, soit je joue sur les ressources stables, c'est-à-dire j'essaie d'augmenter mon fonds de roulement, et donc dans ce cas-là, je vais augmenter mes ressources stables. Comment? En augmentant mon capital. Soit je vais augmenter mes dettes financières puisque l'entreprise n'est pas surendettée et puisque la capacité de l'entreprise d'endettement maximale n'est pas atteinte, donc je peux me permettre d'emprunter encore plus, bien sûr, un emprunt à long terme. Ensuite, je peux aussi jouer sur mon besoin en fonds de roulement en essayant de redresser ma politique d'exploitation. Dans ce cas-là, soit je réduis la durée moyenne de stockage des produits finis. Et comment je vais réduire cette durée moyenne de stockage? Donc, je dois soit appliquer le modèle de Wilson en fabriquant des quantités constantes, bien sûr, afin de minimiser mon coût de stockage. Donc, appliquer le nombre optimal de lots à fabriquer. Donc, et on a vu ça. Donc, le nombre optimal de lots à fabriquer permet de faire quoi? Permet de minimiser le coût de possession et le coût, bien sûr, de lancement dans le cas de produits finis. Soit essayer de réviser ma politique commerciale. Il y aura peut-être un problème au niveau de sa politique commerciale. Et là, on l'a vu dans le chapitre 4, gestion commerciale. Donc, soit elle a un problème au niveau du produit, donc son produit n'est pas assez diversifié, donc elle doit diversifier sa gamme. Soit elle a un problème au niveau du prix, donc elle doit réviser son prix de vente. Soit elle a un problème au niveau de la communication, ou peut-être au niveau de la distribution, elle doit changer de canal ou améliorer ses canaux de distribution ou chercher un circuit plus élargi. Donc, tout est en relation, bien sûr, avec la gestion financière. Donc, on peut aussi réduire la durée moyenne de stockage de matières premières, c'est-à-dire augmenter la rotation en augmentant la consommation de matières premières. Bien sûr, cette consommation est reliée automatiquement à la vente du produit. Donc, si j'améliore ma politique commerciale, je vais vendre plus, donc je vais consommer automatiquement plus. Bien sûr, de la même manière, je peux aussi améliorer ma gestion de stock en adoptant le modèle de Wilson, c'est-à-dire acheter le nombre qui minimise le coût total d'approvisionnement, c'est-à-dire appliquer le nombre de commandes qui minimise mon coût de possession et de passation pour les marchandises ou pour les matières premières dans ce cas-là. Donc, aussi, on a un problème au niveau du délai crédit fournisseur. Je peux renégocier un délai plus long avec mon fournisseur et s'il refuse, je peux bien sûr changer de fournisseur ou chercher un autre fournisseur qui me donne un délai plus long. Voilà, donc là, c'est notre activité. On va essayer maintenant de traiter l'activité tirée du bac 2017, session de contrôle, donc, où on va essayer aussi d'analyser la situation financière de l'entreprise. Donc, un travail préparatoire a été effectué. Celui-ci a permis d'établir pour l'année 2016 le bilan fonctionnel donné en annexe A. Au cours de votre travail, vous aurez à évaluer pour l'année 2016 la formation du besoin en fonds de roulement de la société afin de vous aider dans votre analyse. Vous disposez des données historiques et bien sûr des données concernant le secteur d'activité en annexe B. Donc là, vous avez l'annexe A, votre bilan fonctionnel en grande masse en dinars. Vous avez des renseignements complémentaires pour le détail des grandes rubriques.
Et vous avez bien sûr les ratios déjà calculés pour l'année précédente et pour bien sûr le secteur pour l'année en cours. Donc, et bien sûr, vous avez les données complémentaires qui vont nous servir à faire les différents calculs. Donc, à partir du bilan fonctionnel de la société, déterminer en justifiant les calculs fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie nette et vérifier le calcul par la relation liant le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Et là, on parle de la relation entre les trois indicateurs qui est l'équation de l'équilibre financier. Donc, je rappelle que le bilan que vous avez en annexe A, à partir de ce bilan, on va calculer notre fonds de roulement, donc ressources stables moins emploi stable, donc ça va donner 200 000 dinars. Pour le besoin en fonds de roulement, c'est actif courant hors trésorerie moins passif courant hors trésorerie, on aura 350 000 dinars. Et enfin, notre trésorerie nette, bien sûr, ici il faut faire attention. Donc si on vous demande de calculer les indicateurs et bien sûr, vous avez par la suite la question qui porte sur la relation entre les trois indicateurs, dans ce cas-là, pour calculer notre trésorerie nette, il faut utiliser la formule de la trésorerie de l'actif moins trésorerie du passif. Donc on aura 5 000 moins 155 000, ce qui va donner moins 150 000 dinars. Donc on a une trésorerie nette négative de 150 000 dinars. Donc pour vérifier cette relation, donc on va utiliser la formule trésorerie nette égale fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire on va faire 200 000 moins 350 000, ce qui va donner le même résultat, soit moins 150 000 dinars. Alors, pour le commentaire, donc, bien que l'équilibre minimum soit préservé, l'excédent des ressources, donc on a un équilibre financier minimum puisque c'est supérieur à 0, mais on remarque que notre fonds de roulement est inférieur aux besoins en fonds de roulement. Donc, il est nettement inférieur aux besoins en fonds de roulement, ce qui explique la trésorerie négative. Donc, ce besoin semble être structurel. Donc, on a un besoin en fonds de roulement structurel, c'est-à-dire permanent, donc semble structurel. Et par conséquent, il doit être financé par des ressources stables et ou par une révision de la politique d'exploitation. C'est-à-dire soit on va essayer d'augmenter notre fonds de roulement, soit on va essayer de réviser notre activité d'exploitation qui a fait que notre besoin en fonds de roulement est très, très important. Donc, pour essayer de mieux, bien sûr, voir où se trouve le problème, donc on va essayer, bien sûr, de calculer les ratios liés à l'exploitation. On va commencer par la durée moyenne du stockage de matières premières. Donc, on vous a donné en annexe, donc, le stock moyen des matières premières et le coût d'achat des matières premières. Là, vous avez le mot consommé, c'est-à-dire qu'on vous a donné les sorties en valeur toutes prêtes. Donc, il suffit de faire la division entre les sorties en valeur et le stock moyen. Donc, on rappelle la formule, c'est achat consommé sur stock moyen. Donc, on va faire 600 000 sur 150 000. Donc, on a une rotation de 4 fois. Après, pour calculer la durée moyenne, donc là on parle d'années, donc 360 sur 4, donc ce qui fait une durée moyenne de 90 jours. Donc je rappelle que pour l'année précédente, on a une moyenne de 95 jours et que celle du secteur est de 45 jours. Donc là, ça a baissé, mais ça reste toujours supérieur à celle du secteur. Donc on a une rotation lente par rapport au secteur. Donc, bien que la durée moyenne de stockage de matières premières ait connu une diminution par rapport à l'année précédente, elle est le double. Donc là, c'est 45 et là, c'est 90 jours. Donc, c'est 45 fois 2. Donc, c'est le double de celle du secteur. Par conséquent, la situation est critique car ça va générer des frais de stockage importants. Donc, on passe maintenant à la rotation de stock des produits finis. Donc, on va calculer la durée moyenne de stock de produits finis. Donc, de la même manière, on a le stock moyen et on a le coût de production des produits finis vendus, c'est-à-dire les sorties en valeur. Donc, on va essayer d'appliquer la formule. Donc, coût de production des produits finis vendus sur stock moyen. Donc, on aura 1200 divisé par 100 000, ce qui va donner une rotation de 12 fois.
par la suite, on calcule notre durée. 360 sur 12, ça fait 30 jours. C'est-à-dire que notre stock se renouvelle tous les 30 jours. Donc, on va essayer de comparer ça par rapport à l'année précédente. Il y a une baisse par rapport à 2015, mais bien sûr, cette durée, elle est inférieure à celle du secteur. C'est-à-dire que pour les stocks de produits finis, l'entreprise n'a pas de problème puisqu'elle stocke moins, elle stocke pour une durée inférieure. Donc, elle a moins de frais de stockage que la moyenne du secteur. Donc, ce ratio a connu une diminution de 2 jours par rapport à l'année précédente. Il est meilleur que celui du secteur. La société ne souffre pas d'un problème d'écoulement. Donc, le problème ne vient pas de sa gestion commerciale, si vous voulez. Donc, le problème vient de sa gestion de stock. Donc, par la suite, on passe à la durée moyenne de crédit client. Donc, on a le chiffre d'affaires toutes taxes comprises et on a la créance client du bilan fonctionnel qui est de 300 000 dinars. Donc, on va faire créance client divisé par le chiffre d'affaires en toutes taxes comprises fois 360. Donc, 300 000 sur 1 800 000 fois 360, ce qui va donner, bien sûr, 60 jours. Donc, là, on a la moyenne en 2015 et celle du secteur qui est de 50 jours. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette durée n'a pas bougé, n'a pas changé par rapport à l'année précédente, mais elle est supérieure à celle du secteur. Donc là, on a accordé un délai plus lent que la moyenne du secteur. Donc automatiquement, ça va faire augmenter mon besoin en fonds de roulement. Donc la durée moyenne du crédit client n'a pas changé par rapport à l'année précédente, mais elle est plus importante que celle du secteur, ce qui a accentué le décalage. Alors, et enfin, on va faire la durée moyenne du crédit fournisseur. Donc, comme d'habitude, on a les données concernant les achats, la dette fournisseur du bilan fonctionnel, et on va faire, bien sûr, 200 000 dettes fournisseurs divisé par les achats net TTC 800 000 fois 360, ce qui va donner une durée moyenne de 90 jours. Donc, je rappelle que celle de 2015, elle est de 90 jours et bien sûr, celle du secteur est de 100 jours. Donc, la durée moyenne du crédit fournisseur est restée la même, 90-90, et bien sûr, elle est inférieure à celle du secteur. Donc là aussi, on a un problème au niveau du délai du crédit fournisseur. On peut le rallonger encore plus afin d'améliorer notre besoin en fonds de roulement. C'est pour ça que, bien sûr, notre besoin en fonds de roulement est important puisqu'on a un délai, une ressource d'exploitation inférieure par rapport, bien sûr, à la moyenne du secteur. Donc là, on remarque qu'il y a un problème au niveau de la durée de stockage, bien sûr, de la durée du crédit client et de la durée du crédit fournisseur. Enfin, on va calculer le ratio d'autonomie financière. Donc, on vous a donné le bilan avec les ressources stables et bien sûr, on a les ressources propres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser les ressources propres par rapport aux ressources stables, donc 607 400 divisé par 1 200 000, ce qui va donner un taux de 56,62%. Et je rappelle que ce ratio, il doit être supérieur à 50%. On est là vraiment dans la limite donc, de l'autonomie financière. Donc, on remarque qu'en 2015, on a un ratio de 60% et que celui du secteur est de 50%. Donc, ce ratio a connu une baisse de 9,38 points par rapport à l'année précédente, mais la société reste toujours dans les normes de 50% puisque ça n'a pas dépassé, plutôt ce n'est pas inférieur à 50%. Alors, maintenant, au cours de la troisième question, on va essayer d'indiquer sommairement les raisons de la dégradation de la situation financière de la société et proposer des solutions pour y remédier. Donc, déjà, on a remarqué que notre fonds de roulement, il est inférieur à notre besoin en fonds de roulement. Donc, l'entreprise a une insuffisance des ressources stables pour financer son besoin en fonds de roulement structurel, permanent.
Ensuite, elle a un problème au niveau de sa politique d'exploitation. Donc, elle a une mauvaise gestion des stocks de matières premières, puisque le délai de l'entreprise de rotation, bien sûr, le délai de stockage est de 90 jours, alors que celui du secteur est de 45 jours. Donc là, on aura des coûts de stockage importants, ce qui fait augmenter notre besoin en fonds de roulement. Le délai crédit client est lointain par rapport au secteur, donc l'entreprise accorde 60 jours à ses clients alors que le secteur est de 50 jours. Donc je peux diminuer mon délai crédit client afin bien sûr de diminuer mon besoin en fonds de roulement. Aussi pour le délai crédit fournisseur du secteur, bien sûr, est inférieur à celui du secteur. Donc on a un délai de 90 jours alors que celui du secteur est de 100 jours. Donc je peux éloigner encore plus mon crédit, plutôt mon délai de crédit fournisseur. Donc, ça va faire augmenter mes ressources d'exploitation et automatiquement diminuer mon besoin en fonds de roulement. Alors, les solutions proposées, je peux jouer sur mes ressources stables, donc essayer de les augmenter. Donc, redresser la politique d'exploitation en réduisant la durée moyenne de stockage de matières premières, en achetant en plus petite quantité, donc j'augmente ma rotation, automatiquement mon délai de stockage va diminuer. Accorder des délais crédit client plus courts puisque la moyenne du secteur est inférieure, donc je peux diminuer sans risquer que mes clients fuient vers les concurrents. Et je peux aussi réduire et renégocier le délai crédit fournisseur avec mon fournisseur, donc éloigner encore plus puisque, bien sûr, la moyenne du secteur est de 100. Donc, s'il n'accepte pas, je peux chercher un autre fournisseur. Alors, on va passer à une autre question. Quels sont les moyens de financement à court terme que pourrait proposer la banque à la société pour pallier au déficit de trésorerie actuel? Donc, pour, si vous voulez, combler mon déficit, quels sont les moyens? Et là, bien sûr, on l'a déjà étudié lorsqu'on a vu le cycle d'exploitation et les moyens de financement de notre cycle d'exploitation. On peut recourir à un escompte des effets, c'est-à-dire céder des effets dont l'échéance est lointaine à la banque pour avoir de l'argent immédiatement, recourir à un découvert bancaire ou à des facilités de caisse, faire du factoring ou de l'affacturage, donc vendre mes créances à une entreprise qui va les encaisser, bien sûr, et qui va me donner de l'argent au comptant. Et bien sûr, il y a aussi l'emprunt lié au cycle d'exploitation. Dans des cas particuliers, je peux obtenir un emprunt à court terme auprès de la banque. Alors, outre ces outils de financement à court terme, dites quels sont les moyens de financement que pourrait mettre la société en œuvre pour rétablir durablement, bien sûr, là, lorsqu'on parle durablement, donc, si vous voulez, des moyens à long terme, donc pour améliorer l'équilibre financier et la trésorerie. Donc, puisqu'on parle de moyens durables, donc on va essayer d'augmenter nos ressources stables ou diminuer nos emplois stables. Donc, je peux recourir à une augmentation des ressources stables par des nouveaux emprunts à long terme, bien sûr, ou par l'augmentation du capital, par des apports en numéraire, bien sûr, c'est-à-dire on va demander aux associés ou aux actionnaires d'apporter de l'argent. En contrepartie, ils vont obtenir une part plus importante dans le capital de l'entreprise. On peut aussi céder des immobilisations qui ne sont pas productives, qui ne sont pas utilisées, donc afin d'avoir de l'argent liquide. Donc, l'une des solutions qu'a eu le gérant de la société, il souhaite financer le déficit de trésorerie par un emprunt remboursable dans 4 ans, c'est-à-dire un emprunt à long terme. Préciser quel serait alors l'impact d'une telle décision sur l'autonomie financière de la société. Alors, pour pouvoir comparer entre la situation actuelle et la situation après avoir obtenu l'emprunt, on va essayer de dresser un tableau, voir la situation des ressources avant financement et voir la situation des ressources stables après financement, bien sûr, par un emprunt
à long terme. Donc, je rappelle que dans les données, vous avez les ressources propres de l'année 2019 avant d'avoir cet emprunt, 607 400. Les ressources stables, c'était de 1 200 000. Donc, automatiquement, pour déterminer les dettes financières, on va déduire d'1 200 000 le montant des ressources propres. Donc, on va avoir une dette financière de 592 600. Donc, ensuite, on a calculé le ratio d'autonomie financière. On a trouvé que c'était 50,62%. Je rappelle que le déficit de trésorerie de l'entreprise était de 150 000, que le gérant veut obtenir un emprunt pour financer ce déficit. Donc, il va chercher à obtenir un emprunt de 150 000 dinars. Donc, un emprunt, c'est quoi? C'est une dette financière. Donc, si j'obtiens son emprunt, les ressources propres ne vont pas changer. Donc, elles vont rester les mêmes. Donc, ça va rester 607 400. Par contre, le montant des dettes financières, qui était de 592 600, va augmenter par le montant de cet emprunt. Donc, on aura plutôt une dette financière de 742 600. Automatiquement, puisque les dettes financières ont augmenté, le montant total de mes ressources stables va automatiquement augmenter. Donc, on aura un montant de ressources stables d'1 350 000 dinars. Donc là, je vais refaire le calcul de mon ratio d'autonomie financière. Donc, je vais diviser les ressources propres par rapport aux nouvelles ressources stables. Donc, on aura 607 400 divisé par 1 350 000 dinars, ce qui va donner 0,4479, c'est-à-dire 44,79%. Vous voyez là, si j'obtiens cet emprunt bancaire, mon autonomie financière ne sera plus garantie puisque ce ratio devient inférieur à 50%. Donc, ce n'est pas intéressant pour l'entreprise de financer le déficit en totalité par un emprunt bancaire puisque, bien sûr, ça devient l'entreprise ne devient pas autonome financièrement. Donc, on peut proposer quoi? Essayez donc de, si vous voulez, avoir un financement mixte, partie par emprunt et partie par des ressources propres, faire une augmentation de capital. Donc, bien que le financement de ce déficit par un emprunt à moyen terme renforce les ressources stables, c'est vrai que mes ressources stables ont augmenté, l'autonomie financière de la société va se dégrader. Elle était de 50%, elle est devenue 44,79% et elle n'est plus autonome financièrement, donc elle n'aura plus d'indépendance financière. Donc, par conséquent, il serait souhaitable de financer le déficit par des ressources mixtes. Donc, on va essayer de mélanger un peu de ressources propres et un peu de dette financière. Voilà, donc ainsi, on va faire une synthèse de tout ce qu'on a vu au cours de cette section, c'est-à-dire la section 3, adaptation des ressources aux besoins financiers. Au cours de la séance précédente, on a essayé d'analyser l'équilibre financier par les 3 indicateurs, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Au cours de cette séance, on a essayé d'analyser la situation financière à travers les ratios. Donc, on a calculé des ratios par le haut du bilan, c'est-à-dire les ratios de structure. On a calculé des ratios par le bas du bilan, c'est-à-dire les ratios de liquidité et les ratios de rotation des actifs courants. Voilà, j'espère bien sûr que cette séance vous a été bénéfique. Travaillez plus, bien sûr, et persévérez, et vos efforts, bien sûr, seront récompensés. Au revoir et à la prochaine séance, et à bientôt.